Pour les enfants du monde entier qui n'ont plus rien à espérer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. À chaque enfant qui disparaît, c'est l'univers qui tire un trait sur un espoir pour l'avenir de pouvoir nous appartenir. J'ai vu des enfants s'en aller, sourire aux lèvres et cœur léger, vers la mort et le paradis que des adultes avaient promis. Mais quand ils sautaient sur les mines, c'était Mozart qu'on assassine. Si le bonheur est à ce prix, de quel enfer s'est-il nourri? Et combien faudra-t-il payer de silence et d'obscurité pour effacer dans les mémoires le souvenir de leur histoire? Quel testament, quel évangile, quelle main aveugle ou imbécile peut condamner tant d'innocence à tant de larmes et de souffrances? La peur, la haine et la violence ont mis le feu à leur enfance. Leurs chemins se sont hérissés de misère et de barbelés. Peut-on convaincre un dictateur d'écouter battre un peu son cœur? Peut-on souhaiter d'un président qu'il pleure aussi de temps en temps? Pour les enfants du monde entier qui n'ont de voix que pour pleurer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. Dans vos sommeils de somnifères où vous dormez les yeux ouverts, laissez souffler pour un instant la magie de vos cœurs d'enfants. Puisque l'on sait de par le monde faire la peine pour quelques secondes, au nom du Père et pour Noël, que la trêve soit éternelle, qu'elle taise à jamais les rancœurs et qu'elle apaise au fond des cœurs la vengeance et la cruauté jusqu'au bout de l'éternité. Je n'ai pas l'ombre d'un pouvoir, mais j'ai le cœur rempli d'espoir et de chansons pour aujourd'hui qui sont des hymnes pour la vie, et des ghettos, des bidonvilles, du cœur du siècle de l'exil. Des voix s'élèvent un peu partout qui font chanter. Messieurs les ambassadeurs, professeurs, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Institut français de Grèce pour ouvrir cette semaine de la francophonie, ou plutôt ce mois de la francophonie en Grèce, sous un signe africain, ce qui n'arrive pas si souvent. Et nous devons ce plaisir à la République démocratique du Congo, sa représentation à Athènes, dont monsieur le chargé d'affaires, monsieur Ntikala, est le représentant ici. Et je pense que rien ne pouvait ouvrir mieux la francophonie en Grèce cette année qu'une présentation de la République démocratique du Congo, puisque le sommet de Kinshasa, le sommet de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, s'est tenu donc en octobre 2012 à Kinshasa. Voilà, peut-être un seul petit mot pour nous néophytes, pour la plupart d'un continent immense, c'est que la République démocratique du Congo se définit peut-être par un seul mot, une immensité. Pour le peu que j'en sais, mais je passerai tout de suite la parole au chargé d'affaires, il faut simplement noter que nous sommes dans un pays où il y a au moins 1 heure de décalage horaire, où le fleuve Congo est un des plus grands fleuves du monde, où les ressources naturelles sont aussi extrêmement riches et très variées, où le français est langue officielle, avec auprès de 4 autres langues nationales. Nous avons donc là, c'était un petit peu l'idée, avec nos amis de la représentation de la République démocratique du Congo, de vous faire découvrir aussi, à travers l'histoire de ce pays, ce qui est sans doute l'Afrique actuelle, moderne et contemporaine. Voilà, je laisse tout de suite la parole au chargé d'affaires, M. Ntikala, pour présenter notre invité d'honneur, M.
le professeur Ndewel Nziem, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous et qui arrive de Kinshasa. Merci beaucoup, Madame Odile, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, distingués invités, c'est un honneur pour nous de vous voir si nombreux assister à cette conférence qui entre dans le cadre des activités que nous avons retenues pour l'année 2013. Comme vous le savez, il a plu aux chefs d'État et de gouvernement, membres de l'Organisation internationale de la francophonie, de confier à mon pays, la République démocratique du Congo, l'organisation du 14e sommet de la francophonie. Ce dernier a eu lieu à Kinshasa en octobre 2012, ouvrant ainsi la voie à notre mandat de 2 ans. Cette conférence augure donc la série des actions que l'ambassade de la République démocratique du Congo à Athènes entend mener tout au long de ce mandat. Je remercie très sincèrement l'Institut français d'Athènes pour sa collaboration, avec une mention spéciale à Mme Odile Kobacho, son attachée de coopération éducative. Je remercie de tout cœur M. le professeur Isaac Ndewel, qui, pour la circonstance, il s'est fait accompagner de son épouse, Mme Marie Ndewel. Le prof qui, en dépit de ses charges professorales, scientifiques et sociopolitiques, a accepté volontiers de venir à Athènes animer cette conférence. Le professeur Ndewel, historien, très connu dans le monde des scientifiques, a été le cerveau là que le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, a choisi pour organiser les festivités marquant les 50 ans d'indépendance de notre pays. C'est encore lui que le président de la République confiera l'organisation du 14e sommet de la francophonie. Donc, c'est un homme rompu, un deus ex machina congolais, qui maîtrise l'histoire de notre pays et qui connaît bien les arcanes de l'Organisation internationale de la francophonie pour y avoir œuvré. Voilà pourquoi il va nous parler de la République démocratique du Congo et la francophonie. C'est une conférence scientifique qui n'a rien à voir de politique. Là, j'attire l'attention de mes confrères et compatriotes congolais. Monsieur le professeur, je vous passe la parole. Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le chargé d'affaires, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de vous remercier d'avoir bien voulu m'associer à la célébration de la semaine de la francophonie en Grèce. C'est une invitation à laquelle j'ai répondu avec empressement, d'autant que ça me donnait l'occasion, avec mon épouse, de visiter Athènes. Je confesse que je ne suis jamais arrivé à Athènes et c'était pour moi une très belle opportunité. Le chargé d'affaires a bien voulu rappeler que j'étais le commissaire général du 14e sommet de la francophonie. J'ai donc estimé que c'était un privilège, mais un privilège redoutable, il est vrai, de pouvoir en rendre compte au niveau des différentes communautés francophones si le besoin s'en faisait sentir. Et donc, je suis donc finalement très, très heureux de pouvoir participer à cet exercice.
Je voudrais centrer mon exposé sur 3 points. D'abord, je voudrais vous parler de la République démocratique du Congo. Rappeler quelques caractéristiques particulières de ce pays africain. Ensuite, je parlerai de la francophonie en République démocratique du Congo, particulièrement la situation de la langue française. Et en dernier lieu, je dirai un mot sur le sommet qui vient d'avoir lieu, en estimant que tout ceci ne constitue qu'une introduction aux questions éventuelles que vous auriez à me poser, et ça me permettrait peut-être mieux de cibler vos préoccupations par rapport à ces questions. Alors, que dire de ce pays, la République démocratique du Congo, l'ancien Congo belge, l'un des 14 pays d'Afrique centrale et océan Indien appartenant à la francophonie, 69 millions d'habitants et 2 345 000 km². Que dire de ce pays? Je voudrais insister sur quelques caractéristiques, étant entendu que les autres données formelles, vous les avez par ailleurs dans plusieurs documents relatifs à ce pays. D'abord, comme il a été dit tout à l'heure, c'est un pays où il y a une multiplicité de cultures, de peuples et de langues. Donc, si en francophonie on parle du respect de la diversité culturelle, linguistique, disons respect de la diversité tout court, pour nous la diversité est quelque part une donnée du quotidien. Diversité d'abord sur le plan géographique. Le milieu du pays, c'est un pays essentiellement forestier, mais de part et d'autre de la forêt, ce sont des savanes. Et nous avons à l'est une région parfaitement montagneuse et une série de lacs. Lorsqu'on parle de la région de Grands Lacs, on doit savoir que en fait, c'est la République démocratique essentiellement qui est voisine à tous les lacs d'Afrique centrale, depuis le lac Albert, tout au nord, jusqu'au lac Moero, au sud. Les autres pays voisins, il est vrai, sont des grands lacs pour un lac qui est proche du pays. Donc une multiplicité des peuples, multiplicité des cultures et multiplicité des langues. C'est donc un premier élément important sur lequel je pense j'aimerais attirer votre attention. Cette multiplicité est vraie également au niveau de ce qu'on peut appeler les richesses naturelles. Vous le savez déjà, les richesses du sol et du sous-sol. Pendant très longtemps, ce qui a frappé, ce qui a été frappant au niveau de ce pays, ça a été les richesses du sous-sol. Il est vrai qu'au tout début, c'était les richesses tout simplement du sol, parce que si on commence, on part de la fin du 19e siècle, avec la conférence de Berlin, les premiers produits qui ont intéressé l'extérieur, c'était l'ivoire, de l'ivoire et le caoutchouc. Donc c'est ce qu'on peut appeler les produits de cueillette. Ensuite, le Congo a été un pays reconnu essentiellement à cause de ses minerais. L'étain, l'or, le diamant, à telle enseigne que le Congo a cette réputation triste
d'avoir fourni l'uranium qui a été utilisé pour la première bombe atomique qui a été larguée sur Hiroshima et Nagasaki. Et ensuite, pour le moment, l'insistance sur d'autres types de richesses, on pourra en parler, notamment le coltan qui fait l'objet de tant de problèmes au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Troisième caractéristique, c'est en Afrique subsaharienne, c'est quand même une histoire singulière, une histoire spécifique, un peu différente, voire divergente d'autres pays. D'abord, notre entrée en colonisation s'est effectuée curieusement par une proclamation d'indépendance. Très curieusement, puisque pendant 23 ans, de 1985 en 1908, nous étions un pays dit Congo indépendant. En réalité, qu'on ne se trompe pas, nous étions une colonie. Mais nous étions une colonie sans métropole. Au plus exactement, notre métropole se limitait à un individu, au roi belge, le roi Léopold II. Et la particularité de cette situation, qui est une particularité importante, c'est que le personnel colonial était un personnel d'origine diversifiée. Diversifié. Il y avait des Norvégiens, des Hongrois, des Français, des Britanniques. Donc voilà, pendant très longtemps, il n'y avait pas une particularité belge. La particularité belge n'est venue qu'en 1908. Et c'est à partir de 1908 jusqu'à 1960, nous avons connu alors la trajectoire de coloniser de manière plutôt classique. Et même dans cette partie de 1908 à 1960, nous avons connu une colonisation un peu spéciale. D'abord, le colonisateur, la Belgique, le colon, le pays colonisateur, n'avait aucune expérience coloniale. La Belgique, dans sa trajectoire, n'a eu qu'une fois une colonie, et c'était le Congo. Et ce qui faisait que cette colonisation était à la fois, si je peux me le permettre, le brouillon, mais aussi le définitif. Parce qu'il n'y a pas eu autre chose après ou avant. Ce n'est pas la situation de la France qui avait des colonies en Afrique, mais qui pouvait comparer avec les colonies en Indochine, avec les Antilles, etc. Ou la colonisation britannique, qui au moment où on vit, par exemple, l'indépendance en Afrique, peut se rappeler de la situation des Indes, etc. 1940. Non, là, ça a été une seule fois. Et de plus, cette colonisation belge est demeurée quelque part une colonisation composite. C'est-à-dire, il n'était pas possible d'effacer totalement, je dirais, l'image originelle du Congo, qui était une colonie sans métropole, ou autrement dit, une colonie pour tout le monde. Et donc, il y avait énormément du personnel colonial d'origine non belge. D'ailleurs, la grande crainte de la Belgique pendant les 50 ans de la colonisation, une crainte demeurée permanente, c'est la crainte de perdre sa colonie. La crainte de perdre la colonie. De se méfier à la fois de la France, de la Grande-Bretagne, etc., parce que n'avait pas l'envergure voulue, pensait-elle, pour pouvoir coloniser cet espace, ce grand espace de l'Afrique centrale. Voilà un peu, je dirais, des éléments qui particularisent la République démocratique du Congo.
et qui transparaît lors de la décolonisation et dans la suite. J'aimerais bien souligner que pendant la colonisation, nous avons connu une présence particulière, et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, des communautés grecques qui se sont spécialisées, d'ailleurs les affairistes grecs se sont spécialisés dans la production des disques. Donc tout ce qui est musique africaine, la musique congolaise a bénéficié essentiellement du soutien logistique des Grecs. Et ce sont des Grecs d'ailleurs qui formaient les musiciens, qui leur donnaient les instruments, qui faisaient que finalement cela va arriver à quelque chose de formidable et reconnu maintenant dans toute l'Afrique. Voilà donc quelques éléments particuliers. Que dire alors de la période postcoloniale? La période postcoloniale, bien sûr, c'est une histoire que vous maîtrisez davantage. En Afrique, spécialement au Congo, nous avons l'habitude de situer les différentes séquences de la période postcoloniale par les différentes présidences. Comme c'est présenté tout à l'heure dans des images, nous avons eu 4 présidences, Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila et puis Joseph Kabila. Au point même que les républiques, la première république, ça signifiait la première présidence, la deuxième république, celle de Mobutu, une longue période de transition, et puis la dernière, la troisième république, qui est celle actuelle avec Joseph Kabila. Mais sur le plan historique, on peut dire qu'on est passé par 3 étapes. La première décennie a été celle de la décolonisation. On peut dire que ça a été une longue décolonisation dans la mesure où, à l'indépendance, comme vous le savez, la décolonisation n'a pas été préparée par le pouvoir colonial. Il n'y avait quasi pas d'élite intellectuelle autochtone. Donc nous sommes passés par une longue période de décolonisation, surtout qu'il n'est pas facile de pouvoir réunifier un ensemble comme celui de la République démocratique du Congo et donner une seule et même direction dans cela. Donc, vous l'avez suivi, nous avons donc eu, bien sûr, des sécessions, 2 sécessions particulières, celle du Katanga et puis celle du Kasaï. Vous noterez que c'est essentiellement nous avons connu les sécessions dans les régions minières, donc le détachement des régions minières du reste. Parce qu'à ce moment-là, c'était les produits revendiqués par l'économie mondiale et que l'économie mondiale estimait qu'il fallait détacher ces régions. Nous avons connu alors ensuite ce que nous pourrions appeler les années Mobutu. Les longues années Mobutu, caractérisées par plusieurs éléments. Premier élément d'abord, simplement le primat des logiques autoritaires de Mobutu, mais qui ne constitue pas une spécificité. L'évolution de l'Afrique au sud du Sahara. Vous me suivez bien? Je ne parle pas trop vite. Au sud du Sahara, les années 60, 1960, a été la grande année des indépendances, une trentaine de pays indépendants. Et les premières années ont été caractérisées par une sorte je dirais, de pouvoir faible au niveau des exécutifs. Qu'on soit au Congo-Brazza, ou au Gabon, ou ailleurs. Et donc, il y a eu ensuite
comme une réplique à cette période l'installation des logiques autoritaires, que ce soit des coups d'État et des militaires qui deviennent chefs d'État, comme dans le cas de Mobutu, et Yadema au Togo, etc., dans un certain nombre de pays, ou que ce soit des présidents non militaires, comme Houphouët-Boigny, comme Bongo, etc., où il y a installation des partis uniques. Donc c'est le même raisonnement qui fait qu'il faut arriver à une prise en charge forte de ces pays pour pouvoir contrer les forces centrifuges qui apparaissaient dans tous les pays. D'ailleurs, en 1964, la deuxième conférence de l'Union africaine au Caire va prendre cette décision importante qui nous régit jusqu'aujourd'hui, celle de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. On ne remet pas en cause les frontières de la colonisation. Donc l'année prochaine, d'ailleurs, on va fêter les 50 ans de l'intangibilité des frontières en Afrique. Donc cette période de Mobutu, logique autoritaire, politique d'authenticité, accent mis sur la mise en valeur des spécificités locales, avec quelques excès connus, etc., mais aussi une longue crise économique. Crise économique due à la fois par les politiques de nationalisation à l'interne, crise économique également due simplement à la crise mondiale, la crise du pétrole à l'époque qui va frapper de plein fouet la République démocratique du Congo. Le Zaïre, ça s'appelait à ce moment-là donc le Zaïre. Alors nous arrivons à cette troisième époque qui commence à peu près aux années 90, les années de la démocratisation, donc le passage à des régimes voulus démocratiques qui, elle aussi, va prendre pas mal de temps. Nous allons passer pratiquement par 3 séquences. La première séquence va être la grande période de la conférence nationale et à partir de 96-97, nous allons vivre les retombées du génocide rwandais. Les événements du Rwanda, c'est 1994 et le Congo a malheureusement la position d'être le pays voisin. La guerre rwando-rwandaise va se recycler en quelque sorte en République démocratique du Congo avec plusieurs rebondissements jusque d'ailleurs de nos jours où nous vivons les derniers soubresauts, espérons les derniers soubresauts de ces conflits entre communautés rwandophones, les rwandophones, la situation des rwandophones rwandais et la situation des rwandophones congolais et le mélange des deux créant justement des problèmes, une situation explosive. Voilà donc, la dernière situation est donc à partir de 2006, il y a une nouvelle constitution qui remet le pays en place, qui remet les différentes parties en place, puisque nous sommes passés par ce qu'on a appelé la guerre mondiale africaine, puisqu'il va y avoir une très longue guerre mondiale africaine, et à partir de 2006, il y a une nouvelle constitution, la constitution du 18 février 2006, qui procède à la réunification du pays. Voilà donc quelques éléments d'information sur la République démocratique du Congo. Je voudrais maintenant vous parler de la francophonie. En fait, la République démocratique du Congo aurait pu être un pays lusophone. Parce que depuis le XVe siècle, dans sa région côtière, il y a eu une présence forte
des Portugais. Il y a eu même des relations jusqu'à des aspects diplomatiques entre le roi du Congo, le royaume du Congo, et le royaume du Portugal. Donc, pendant quelques siècles, nous avons eu une présence portugaise, une présence qui, malheureusement, a culminé essentiellement dans la traite négrière, puisque l'Afrique centrale faisait partie de la zone portugaise. Rappelez-vous cette situation particulière où le monde était divisé en deux, le monde espagnol et le monde portugais, et la partie portugaise, le Brésil, mais également l'Afrique, appartenait donc, demeurait réservé aux Portugais pour la traite négrière et le reste aux Espagnols. Donc, jusqu'à ce jour, au niveau des langues africaines de la région côtière, il y a énormément de termes portugais africanisés et qui sont entrés dans le langage. Au XIXe siècle, et c'est notre deuxième identité linguistique, on aurait pu continuer à évoluer, à devenir un pays anglophone. Parce que tout simplement, tous les premiers, ceux qu'on a appelés les explorateurs, mais que nous, en Afrique, nous aimons dire tout simplement des voyageurs, ces voyageurs qui sont venus en Afrique, qui s'appellent Livingstone ou Stanley ou autres, étaient tous des Britanniques. Ils parlaient anglais. Et d'ailleurs, tous ceux qui les accompagnaient, c'était des militaires, des officiers de la Royal Navy. C'était donc des Britanniques. Et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, lorsque nous parlons nos langues, c'est plein de mots anglais. À Kinshasa, au Congo, le petit garçon qui s'occupe de la maison, on continue à l'appeler boy. Boy, le terme britannique. Et lorsque il y a cette excroissance du fleuve entre Kinshasa et Brazzaville, parce que Stanley l'a baptisé Stanley Pool, nous continuons à appeler cela le pool. On garde le terme britannique. Et le port, pour aller de l'autre côté, nous appelons ça le beach. Donc, tous les termes anglais est là sur place. Bien, mais par la magie de la conférence de Berlin et la haute diplomatie de Léopold II, voilà qu'en 1885, cette région d'Afrique centrale est confiée à Léopold II. C'est à partir de ce moment-là que commence notre identité francophone. Et elle commence très sérieusement parce que en 1886, il y a effectivement un décret royal qui estime que la langue officielle de l'État indépendant du Congo, c'est le français. Nous sommes à l'époque où toute l'élite belge elle-même est francophone et le flamand, le néerlandais n'a pas encore pignon sur rue. Donc, le français est énoncé comme la langue de l'État indépendant du Congo. Lorsque, en 1908, nous passons à l'étape dite de la colonisation belge, la situation de la langue française était moins évidente, était devenue moins évidente. Parce que, comme je l'ai dit, la Belgique elle-même n'ayant pas une politique coloniale précise, elle a pris des éléments, quelques éléments de la colonisation française, mais elle a pris énormément de la colonisation britannique. Notamment, cette chose qu'on appelait à l'époque l'administration indirecte. Il fallait coloniser les indigènes dans leur langue, pas le français. Il fallait les juger d'après leurs lois coutumières. À telle enseigne que tout le personnel religieux missionnaire venait et commençait par apprendre les langues africaines. Et donc,
On pouvait faire des études, de grandes études, etc., sans accéder à la langue française. Moi, j'ai retrouvé des gens de la génération qui me précède, qui me disaient, voilà, ils ont fait leur version et thème latin à partir des langues africaines traduites directement en latin, et réciproquement, sans passer par le français. Donc, la colonisation belge va avoir cette politique, mais en même temps, ça a eu comme effet de procéder déjà à ce moment-là à l'aménagement linguistique, si vous voulez, à hiérarchiser les langues africaines, de sorte que lorsqu'on va arriver en 1960, nous allons avoir vraiment cette pyramide des langues. Il y a d'abord le premier niveau, qui sont des langues, des parlers locaux, dénombrés de façon différente, 400 ou 300 des parlers locaux, et puis ensuite des langues dites nationales, un deuxième niveau où ils sont parvenus à regrouper le pays en 4 langues africaines, la zone Kikongo, la zone Swahili, la zone Lingala, la zone Chiluba, voilà, et puis le français qui était une langue d'accès difficile parce qu'il ne fallait pas. D'ailleurs, on disait à l'époque, un Africain qui parle français, mais il est orgueilleux. Pour qui il se prend? Et souvent, il parlait en français, le colonisateur lui répondait en lingala, pour bien montrer qu'il faut rester à votre niveau. Donc, ce qui fait que l'accès, en fait, à la langue française est surtout une décision postcoloniale. C'est une décision postcoloniale. C'est à l'indépendance, essentiellement, que le législateur congolais va estimer que non, la langue officielle du pays, c'est le français. On va donc accéder à la langue française, peut-être même à l'excès à certains moments, parce que à certains moments, pour être sûr de l'implantation forte du français, à partir de l'école primaire, il fallait apprendre le français. Maintenant, on a mis à une politique beaucoup plus équilibrée, la maternelle pouvant se faire dans les langues africaines, et puis on accède à la langue française dans la suite. On peut dire également que la République démocratique du Congo a participé, très curieusement d'ailleurs, a participé à la construction de la francophonie institutionnelle. En effet, dès 1961, lorsqu'il y a eu la première assemblée pour créer l'agence universitaire de la francophonie actuelle, qui à l'époque est l'OPELF, l'association des universités entièrement ou partiellement de la langue française, eh bien, il y a 2 universités du Congo qui sont présentes et qui participent à cette assemblée. L'université de Kinshasa et l'université de Lubumbashi sont là en 1961. En 1967, elle est à nouveau cofondatrice avec d'autres pays de l'Assemblée parlementaire francophone. Cela s'est déroulé à Luxembourg. Eh bien, le pays était présent, participant à cette réunion. Le Congo a aussi été présent en 1970 à Niamey, lorsqu'il a été question de la création de l'ACCT, l'Agence de coopération culturelle et technique. Elle a participé à cette réunion à Niamey, mais sans devenir membre tout à fait, parce que à ce moment-là, vous vous rappellerez qu'il y a quelques confusions. Il y a également l'OCAM, le fait du regroupement des anciennes colonies françaises, dont on ne faisait pas partie, et il y a eu cette gêne de dire, ben, on n'est pas une ancienne colonie française, bon, on ne va pas être au premier rang. Mais en 1977, on va signer l'acte d'adhésion et on va faire partie de la francophonie. En 1986,
premier sommet convoqué par le président Mitterrand à Versailles, le Zaïre de Mobutu est là, on est présent et on a fait partie de cela. En somme, la francophonie et la langue française, si je peux dire, est très utile pour la République démocratique du Congo pour deux raisons essentielles. La première raison, vous l'avez noté, c'est la langue d'unification du pays. Parce que même avec les langues nationales, il y en a quatre. Il y en a quatre. Partage le pays en 4 zones. La langue française, c'est la langue d'unification et donc de l'administration, la langue officielle. Mais c'est également la langue dans laquelle nous vivons notre mondialisation. C'est la langue d'ouverture au monde. C'est par cela, donc, l'accès à l'école et par-delà l'école au reste du monde passe par la maîtrise de la langue française, bien que, bien sûr, actuellement, comme dans tous les pays, il y a une percée forte de l'anglais. Et en même temps, on peut dire que la République démocratique du Congo présente également pour la francophonie quelques atouts importants. D'abord l'atout démographique. D'après toutes les prévisions, en l'an 2020, c'est-à-dire à la fin de cette décennie, il y aura 100 millions d'habitants. Donc c'est tout de même un marché linguistique extrêmement important. Sans parler du fait que c'est aussi un marché économique possible. Donc, on peut faire des affaires, nous avons déjà situé toutes les richesses qu'il y a, particulièrement maintenant sur les ressources recherchées de par le monde, la forêt, l'eau, les eaux, les terres arables. Le Congo, sur le plan spatial, c'est le deuxième pays africain, après l'Algérie. Nous étions, jusqu'à il y a quelque temps, le troisième pays, après l'Algérie et le Soudan. Donc maintenant, nous sommes le deuxième. Après l'Algérie, c'est nous. Mais avec cette différence que nous n'avons pas de désert. Ce n'est pas comme l'Algérie, où une grande partie est désertique. Donc, nous sommes purement, nous avons donc une surface des terres arables partout et un potentiel hydroélectrique extrêmement important. Bon, alors dans tout ça, qu'a été le sommet de la francophonie à Kinshasa? D'abord, pour la petite histoire, je dois vous dire qu'il y a quelque chose de particulier entre Kinshasa et Dakar. Dakar et Kinshasa. Donc le 14e sommet 2012 s'est tenu à Kinshasa et le 15e sommet en 2014 va se tenir à Dakar. La petite histoire est que lorsque, en 1986, on a commencé cet exercice de convocation des sommets de la francophonie, après la construction de la francophonie culturelle à Niamey, donc il y a eu la construction de la francophonie politique. Le président Mobutu a été le premier à dire « le premier sommet en Afrique doit avoir lieu à Kinshasa ». En tant que grand pays francophone. Alors, il a fallu toute l'habilité des Sénégalais, spécialement du Sénégalais, notre actuel secrétaire général Abdou Diouf, qui était chef de l'État, pour lui dire est-ce qu'on ne pourrait pas faire honneur à Léopold Sédar Senghor. C'est quand même un des fondateurs, un des principaux fondateurs de la francophonie. Est-ce que ce n'est pas mieux que le premier sommet se tienne au pays de Léopold Sédar Senghor? Alors, Mobutu acceptera et il y aura donc un arrangement. Le premier sommet en terre africaine, 89, devait se dérouler à Dakar, mais le second sommet
c'est-à-dire 2 ans après, en 91, devait se dérouler à Kinshasa. Donc l'accord était ainsi passé et nous avons vécu en 89 le sommet de Dakar. 2 ans après, nous devrions avoir le sommet de Kinshasa. Le sommet de Kinshasa n'a pas eu lieu parce qu'à ce moment-là, nous avons vécu la période dite de démocratisation et il y a eu cet événement fameux à Lubumbashi, deuxième ville universitaire, où on a dit que le président Mobutu a tué, la police a tiré sur des étudiants. Alors, grand scandale dans le monde francophone. On a dit on ne peut pas aller dans un pays où il y a, n'est-ce pas, une bavure de cette nature. Bon, même s'il s'est avéré après qu'il n'y a eu qu'un seul mort, mais à l'époque, le scandale était là et donc le sommet de la francophonie n'a pas eu lieu. Ce sommet a eu lieu en France, à Chaillot. Et donc nous nous retrouvons à nouveau maintenant, cette fois-ci en sens inverse, le sommet de Kinshasa est suivi par celui de Dakar. Le sommet de Kinshasa, vous avez vu notre logo, puisque chaque sommet est caractérisé par un sommet et par un logo, le logo qui a été trouvé par une jeune étudiante congolaise. C'est d'abord le cercle en tourbillon, pour montrer qu'on est un pays jeune, en fait c'est vrai, et la grande majorité de la population, c'est des jeunes. Et au milieu, l'okapi, l'animal qui est placé là-bas, qui est donc l'animal emblématique de la République démocratique du Congo, parce que ce n'est que dans les forêts de l'Afrique centrale qu'on en trouve. Et en tourbillon, donc j'ai dit, il y a 5 couleurs. Les 5 couleurs représentant, vous connaissez l'histoire de la francophonie en la matière, les 5 couleurs représentant les 5 continents. Il y a 5 continents, et 5 continents, et au milieu, le logo. Donc, il y a à chaque sommet un logo particulier depuis le sommet de Québec. Le sommet de Kinshasa a eu également l'idée de se doter d'un hymne que je ne peux pas vous faire écouter, malheureusement je n'ai pas amené le CD. Bon, donc il y avait un hymne du sommet qui a été utilisé pendant toute l'année, hein, parce que nous avons eu énormément de manifestations d'accompagnement et d'environnement du sommet, comme ça se déroule d'ailleurs habituellement. Les sommets de la francophonie, ce n'est pas comme l'ONU, non, c'est essentiellement une dynamique culturelle pendant toute l'année, avant le sommet, dans la ville du sommet, et donc nous avons eu énormément d'activités, et chaque fois ça commençait par l'hymne du sommet. La thématique a été une thématique particulière, francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. Le thème que nous avons choisi, qui a été accepté par les instances de la francophonie, est un thème qui nous allait très bien dans notre situation, parce que les enjeux environnementaux et économiques sont essentiels pour nous, particulièrement au regard de la gouvernance mondiale. Parce que les richesses environnementales et économiques constituent en général un bien, mais parfois ça constitue des problèmes. Et nous faisons l'expérience au Congo de ce que les richesses constituent un réel problème. Un réel problème. Et nous avons dit, face à la gouvernance mondiale, on avait souhaité, à un moment donné, certains délégués disaient, il faut dire
enjeux environnementaux et économiques dans la gouvernance mondiale. Nous avons dit face à la gouvernance mondiale, parce que nous estimons qu'en tant que pays du Sud, nous intervenons tellement peu dans cette gouvernance mondiale. Et j'aurais voulu d'ailleurs ici reprendre l'expression de Joseph Kizerbo qui disait que finalement dans la mondialisation, il y a finalement les mondialisateurs et les mondialisés. Donc nous sommes dans le camp des mondialisés et donc nous n'intervenons pas beaucoup. Nous avons été heureux et fiers de ce que le sommet de Kinshasa ait eu une très forte participation. 63 délégations. À ce moment-là, nous avions 75 États membres. Vous savez que pour le moment, nous sommes à 77, puisqu'il y a eu l'Uruguay et le Qatar qui nous ont rejoints depuis. Et bien sur les 75, il y a eu 63 délégations représentant les différents États. Et dans les 63, 31 ont été représentés par des chefs d'État ou des chefs de gouvernement. Ce qui était assez exceptionnel. La déclaration de Kinshasa est donc disponible, je pense que vous l'avez sur le site. Une déclaration qui porte plusieurs éléments, naturellement sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux économiques, sur la situation de l'Afrique à la gouvernance mondiale. Mais cette déclaration se termine par un certain nombre de résolutions. Résolutions d'abord sur la situation du Mali, résolution sur la situation de la RDC, résolution sur le renforcement de la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée et résolution sur la bonne gouvernance dans les industries extractives et forestières. Il y a eu également une résolution sur les situations de crise, de sortie de crise, de consolidation de la paix dans l'espace francophone. Le sommet de Kinshasa, je termine par là, a eu également la particularité d'être un sommet populaire. C'était voulu d'ailleurs. Sommet populaire parce que nous n'avions pas, d'abord, nous n'avions pas le choix. Nous sommes un pays où il y a énormément d'enfants, de jeunes, etc. Il fallait qu'il y ait énormément de manifestations culturelles. Mais il y a eu aussi, comme à chaque sommet, ce qu'on appelle le village de la francophonie. Le village de la francophonie, c'est cette espèce de kermesse populaire qui a été organisée et qui permet à la population d'aller à la découverte de la francophonie parce qu'il y a des stands par pays, chaque pays présentant ses particularités, mais également chaque opérateur de la francophonie présentant, disons, ses réalisations. Donc nous sommes très heureux d'avoir vécu cet événement et donc nous sommes donc fiers d'estimer que le sommet de Kinshasa est passé et que pour le moment nous sommes tous mobilisés bien sûr pour le rendez-vous de Dakar en 2014. Voilà, monsieur les ambassadeurs, mesdames et messieurs, les informations que je voulais porter à votre attention. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur, de ces brillants exposés. Il y a un moment me profiter parce que j'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais jusque-là. Merci infiniment. Le débat est ouvert. Si l'assistance a des questions à poser, vous les posez, nous enregistrons et le professeur est à votre disposition pour donner des réponses. Si vous avez des questions, il peut soulever son doigt et poser.
Bonjour monsieur, et merci de votre intervention, ça a été très intéressant. Moi je m'appelle Nicolas Archonta, et je suis fonctionnaire, je travaille au ministère de l'administration, de la réforme administrative et du gouvernement numérique. Alors j'aimerais vous poser deux questions. Et ces deux questions ne s'associent pas au Congo. Et si vous voulez quand même répondre en se basant sur la RDC, c'est bien. Quand même, j'aimerais savoir comment les gens des pays francophones, quel est le sentiment des gens qui parlent français en Afrique envers la France. C'est-à-dire, quelquefois dans l'histoire, la France a été associée avec le support de quelques interventions, de quelques dictateurs. La France a été associée avec l'ingérence politique, etc. Comment dans leur vie quotidienne les gens considèrent-ils la France comme une force calme, un état l'état de lumière, de la civilisation, de la culture, etc. Ou plutôt la France est associée avec les moments difficiles de l'histoire. Et une deuxième question, j'aimerais vous poser une question sur l'influence accrue de l'anglais, de l'influence anglo-américaine. Et si je ne me trompe pas, est-ce que vous considérez qu'il y a un danger de recul du français face à la langue anglaise, et puisque peut-être l'anglais est moins associé à la mentalité du peuple avec l'ingérence politique, c'est-à-dire les pays francophones ont-ils une tendance à adopter l'anglais comme un moyen plus libéral parce qu'ils ne pensent pas que cela est associé à l'ingérence politique? Merci beaucoup. D'autres questions? Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Serge Gouala, Université Pantelaté, sciences politiques. Ma préoccupation est celle-ci. Et qu'est-ce que nous, Congolais, nous, Congolais francophones, nous pouvons attendre de la diplomatie dans le cadre de la francophonie pour la mise en place d'une force internationale neutre dans l'Est de la République démocratique du Congo? Parce que nous voyons la communauté internationale intervenir au Mali, et chez nous, on viole des femmes et tout, et je vois les portraits des femmes là-bas et tout, et la statue là-bas, et puis, mais chez nous, la femme n'est pas respectée, la femme elle est violée, et tout, et voilà. Et je voulais savoir, qu'est-ce que nous pouvons attendre de la francophonie? Et ma deuxième question est celle-ci. Concernant la politique, l'actualité politique en Grèce, et nous sommes étudiants et résidents en Grèce, et qu'est-ce que... Ma préoccupation concerne beaucoup plus notre chargé d'affaires. Et qu'est-ce que nos ambassades et nos représentations diplomatiques, qu'est-ce que nous pouvons attendre d'elles? Parce que nous ne pouvons même pas marcher, nous ne pouvons même pas aller à l'école ou à l'université, et on nous tue, on nous frappe, on nous poignarde. Ouais, je ne sais pas si vous avez quelque chose c'est vraiment votre mission de protéger vos ressortissants en Grèce et partout ailleurs. Et je vous remercie beaucoup. Serge. Bien. Une autre intervention? Oui, bonjour. Je suis professeure à l'Institut et la semaine dernière, on a vu une vidéo avec mes élèves sur la République démocratique du Congo, donc votre pays. Et surtout, en fait, le présentateur, c'était quelqu'un qui était professeur et il a parlé de la première période après celle liée à la colonisation. Et il disait que si les Congolais ont pu survivre, c'était grâce à leur débrouillardise, à leur passion pour la vie. Et voilà, j'aimerais vous poser la question, si vous pensez que
c'était cette passion qui vous a aidé à surmonter cette période difficile après que la Belgique, comme le professeur qu'on a vu disait, vous a largué. Merci. Vous souhaitez peut-être répondre et puis on prend... Bon, peut-être bien. Avant que les profs ne répondent aux questions, je salue la présence de l'ambassadeur de Serbie à Athènes. L'ambassadeur, bienvenue. Okay. Prof, je vous passe la parole. Merci. Bien, la question de la France et de la francophonie, c'est la question classique, bien sûr. Hein. Je comprends. La confusion est souvent faite entre francophonie et la France. C'est vrai. Mais je dois dire quand même de moins en moins. Donc la France est un pays membre de la francophonie, un des principaux pays membres, c'est le pays qui abrite le siège de la francophonie. Mais la francophonie n'égale pas la France. La preuve est que les fondateurs même de la francophonie sont surtout des Africains, ont été des Africains. Les fondateurs, vous les connaissez, Senghor, Amani Diori et puis Bourguiba, sont des Africains. Et qu'à la création même de la francophonie, la France s'en méfiait, en se disant, voilà, on risque de dire que nous faisons du néocolonialisme. Et quand on a été fonctionnaire de la francophonie, comme moi, je sais qu'il existe également quelquefois des zones conflictuelles entre la France et la francophonie. Donc ce n'est pas évident. Bon. Mais habituellement, cette confusion apparaît, et ça apparaît différemment. Dans les pays d'Europe centrale et orientale, ça ne pose pas les mêmes problèmes, mais en Afrique, où il y a bon nombre de pays qui ont été colonisés par la France, la confusion est évidemment malheureuse, parce qu'il est question de l'ancien pays colonisateur. Alors, donc, je viens de vous expliquer que c'est extrêmement différent. Et en ce qui concerne mon pays, vous voyez bien que nous ne sommes pas tout à fait dans cette confusion, parce que pour nous, le colonisateur, c'est la Belgique. La France, c'est un tout autre pays, c'est la présence française, c'est surtout une présence post-coloniale. L'influence de l'anglais, bien sûr, elle est importante. D'abord, j'ai oublié de souligner que nous constituons un peu la frontière méridionale de l'espace francophone africain. Parce qu'au-delà de nous, c'est sur la Zambie, etc., jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc nous constituons la frontière méridionale. Même le Mozambique, qui est un pays lusophone, qui est membre de la francophonie, bon, c'est quand même un pays où il y a une domination forte de l'anglais. Donc l'influence de l'anglais n'est pas liée à des situations politiques quelconques. Non. Vous savez vous-même que l'expansion des langues dépend des raisons extra-linguistiques. Les langues s'étendent essentiellement pour des raisons économiques ou de puissance géopolitique. De puissance géopolitique, et ça se voit même au sein de la même langue. Lorsque nous sommes dans le cadre de l'anglais, c'est l'anglais américain qui fait autorité par rapport à l'anglais britannique. Pourquoi? Parce que les États-Unis, c'est les États-Unis. Et lorsqu'il est question du portugais, pour le moment, le portugais
brésilien a plus d'importance que le portugais de la métropole portugaise. Donc vous voyez, même au sein de la même langue, lorsqu'on est dans les variétés des communautés plus puissantes a plus d'importance. Donc l'influence de l'anglais est essentiellement liée à des situations géopolitiques mondiales. Mais l'Afrique demeure le continent essentiel de la langue française. Ça, c'est une vérité forte. Je peux vous donner plusieurs exemples. D'abord, dans les conférences internationales, ceux qui protestent le plus souvent parce qu'il n'y a pas de traduction simultanée, ce sont les Africains, ce sont les délégations africaines. J'ai vécu ce genre de situation. On est à Londres à une conférence, nous n'acceptons pas qu'il n'y ait pas de traduction simultanée. On l'instaure, et quand on l'a instauré après, on voit 2-3 participants qui viennent nous voir. Ah, je suis français, je suis content de ce que vous avez fait. Donc, ce n'est pas tant les Français de la métropole, mais c'est le continent africain. Des pays comme le Nigeria et le Ghana, en Afrique de l'Ouest, sont des pays demandeurs absolument du français, très fortement. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui se sentent marginalisés dans une Afrique de l'Ouest totalement francophone. Alors, pour bien vivre leurs relations régionales, ils demandent l'enseignement du français, très fortement. Et ça, croyez-le moi, ceux qui sont dans la francophonie institutionnelle vous le diront. On nous demande énormément de professeurs de français dans ces deux pays. L'Afrique du Sud est demanderesse de la langue française parce que elle veut avoir suffisamment d'influence dans toute l'Afrique, pas seulement dans l'Afrique anglophone, mais également dans toute l'Afrique. Donc voilà. Je tiens aussi à vous dire en troisième lieu qu'il y a quelques pays anglophones qui sont membres de la francophonie. Donc il n'y a pas antinomie linguistique, comme on le pense essentiellement, l'antinomie n'est pas si forte. Un pays comme le Ghana, pays anglophone, a demandé de faire partie de la francophonie. Et le Ghana fait partie de la francophonie. Nous avons un certain nombre de membres qui sont à la fois au Commonwealth et à la francophonie. Le cas le plus connu, bien sûr, c'est le Canada. Le Canada, à un moment donné, avait même les deux présidences, la présidence de la francophonie et la présidence du Commonwealth. Mais nous avons aussi des pays africains, comme le Cameroun, qui sont dans les deux. Donc, l'antinomie telle que nous la percevons n'est pas toujours évidente. Et au niveau de la coopération internationale, il existe énormément de projets menés de concert entre la francophonie et le Commonwealth. Spécialement pour ce qui a trait aux droits de l'homme, à la démocratie, il y a des projets communs entre les deux espaces. Alors, le deuxième intervenant me demandait qu'est-ce que nous pouvons attendre de la francophonie dans la situation qui est nôtre. Nous pouvons attendre de la francophonie ce que nous pouvons lui demander. Ce que nous pouvons lui demander. Pour le moment, je sais que les Congolais étaient inconsolables parce qu'on leur a dit, on leur a annoncé que le Rwanda devenait membre non permanent du Conseil de sécurité. Mais la francophonie, mais la RDC a la présidence de la francophonie. Donc c'est également une position extrêmement importante. Donc la diplomatie de la RDC peut se mobiliser sous le label de la francophonie
pour pouvoir mener des actions internationales importantes. Au demeurant, le fameux Conseil de sécurité est présidé par un État francophone. C'est la France qui préside pour le moment le Conseil de sécurité, et les pays francophones ont l'habitude, l'ambassadeur suisse est là. Donc voilà, depuis la présidence suisse, avant l'Assemblée générale des Nations unies, les pays francophones se concertent pour arrêter leur position commune. Donc la francophonie sur le plan international se concerte énormément. Avant Rio, la dernière conférence de Rio plus 20, les francophones se sont réunis à Lyon pour pouvoir arrêter leur position. Donc les francophones, la francophonie est un organe extrêmement important sur la vie internationale. J'ai posé la question parce que cela revient fréquemment à mon ami l'ambassadeur Luc Alade, l'ambassadeur de France à Kinshasa, et j'en ai parlé également au ministère des Affaires étrangères en disant, voilà, on dit pourquoi est-ce que la France est intervenue au Mali et pas en République démocratique du Congo. La réponse est bien simple. La situation du Mali, c'est que si le président Hollande n'avait pas pris la décision qu'il avait prise, dans les 48 heures, c'était Bamako. C'était la capitale qui tombait totalement entre les mains des djihadistes. Donc, la situation était beaucoup plus explosive, sans compter que la situation particulière du Mali influe directement également sur l'Europe et donc sur la France, que la situation de l'Est du Congo, qui est une situation certainement malheureuse, triste, etc., mais qui est bien localisée dans une région africaine. Donc voilà. Et puis aussi, je dois dire que les Congolais eux-mêmes, je crois, n'auraient pas été enchantés de voir l'Europe intervenir sur une situation africaine. Nous sommes un pays très sensible sur les questions de la décolonisation. Le problème de l'Est du Congo est géré essentiellement par l'Afrique, par l'Union africaine, par la SADC. Je ne pense pas que les Congolais auraient apprécié qu'il y ait une intervention de type Artemis ou voilà, l'intervention comme on en a eu au Rwanda de la part de la France. Donc ça, c'est le plus dans l'ordre des choses. Alors, vous m'avez posé la question, madame, que les Congolais ont survécu à cause de la débrouillardise. C'est une question de terminologie. Les Congolais constituent un peuple extrêmement dynamique et très, effectivement, sachant trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Comme je vous ai dit dans notre trajectoire de colonisation, vous avez senti, nous ne sommes pas un pays revendiqué vraiment, je dirais, faisant partie d'un précaré précis. On n'appartient pas à un précaré comme les pays britanniques, ce serait directement une intervention britannique, ou même les pays d'ancienne colonisation française, où, par exemple, actuellement, il y a des troupes françaises, je ne sais pas, à Abidjan, à Lomé, il y a au Tchad, plutôt à Bangui, mais en République démocratique du Congo, la dernière fois qu'on a vu les troupes belges, c'est en 1960. Ouais, c'est une toute autre logique. Donc, lorsque au Congo, on parle de troupes françaises qui sont au Gabon, qui vont aller, par exemple, au Mali, le commun mortel ne comprend pas bien, parce que nous avons perdu depuis longtemps l'habitude d'imaginer qu'il y ait des troupes
dite métropolitaine sur le sol africain. Donc c'est autre chose, je ne juge pas, mais je veux dire simplement, vous voyez la différence. Donc le Congo a eu énormément la situation de se défendre, certes par l'aide des pays amis, mais aussi de se défendre par lui-même. Parce que pour nous, la France, etc., ce sont des pays amis. Le grand problème, ce sont des plus grands pays. Les États-Unis, qui constituent pour nous quelque chose de très, très particulier, et puis auparavant, l'Union soviétique, qui constituait aussi, dans la guerre froide, qui constituait vraiment quelque chose de particulier. Dans notre histoire, nous avons vécu la guerre froide. Je dirais au niveau épidermique. Ce n'était pas une notion intellectuelle comme ça au loin, non. Nous l'avons vécu sur le plan épidermique. Hein, vous voyez, on vous a montré le Mumbai et autres. C'était, je dirais, des chapitres, des pages particulières de la guerre froide, mais qui se déroulaient sur notre terrain. Et donc, voilà, on a eu beaucoup à se défendre. Donc, on n'a pas tellement peur d'un pays comme la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, plutôt des pays plus importants, les États-Unis. Bon, pour le moment, évidemment, il y a une influence très forte de la Chine. Donc là, ça, c'est des problèmes importants d'avenir. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Monsieur, nous sommes un peu terminés par le temps. On n'a pas suffisamment de temps. Peut-être qu'une ou deux dernières interventions, je vais passer la parole. Mais avant d'y arriver, je voudrais dire moi à Serge qui a parlé de la sécurité ici à Athènes. Il est certes vrai que les problèmes d'insécurité a surgi ici depuis un certain temps et qu'elle concerne tous les étrangers, pas particulièrement les Congolais. Et cela ne me dédouane pas de mes obligations diplomatiques et de protéger les miens. Je parie que le lien n'est pas très indiqué pour parler de ce genre de choses. Nous avons entrepris un certain nombre de démarches et peut-être qu'il y a un temps voulu, il y a un autre lieu, on pourra vous dire ce qu'on a fait et ce qu'on entend faire. D'abord en tant qu'ambassade, et en tant qu'ambassade, membre du groupe africain, parce qu'ils aussi sont concernés, et on ne peut plus aller plus loin auprès d'autres pairs qui pourront nous aider à indiquer ces phénomènes. Il y a encore une intervention, je vais un peu ici. Oui, madame, on va venir. Monsieur qui avait demandé la parole, si vous permettez. Apparemment. Moi, je m'appelle Jans Dignakos et en première, je voudrais exprimer toute ma solidarité à monsieur qui a parlé de problèmes qu'il vit maintenant. Et, il y a beaucoup de Grecs qui ne sont pas, qui sont contre tous ces phénomènes et contre la tolérance du gouvernement en ce qui concerne les phénomènes du fascisme, etc. Et je voudrais vous remercier parce que vous m'avez changé l'image que j'avais de la francophonie. J'ai compris qu'il s'agit d'un phénomène pas très simple. Moi, j'avais l'image qu'il s'agit d'un phénomène entre un centre et une périphérie, entre la France et les ex-colonies. Maintenant, j'ai compris qu'il s'agit d'un phénomène plus complexe, je ne sais pas. Et alors, je vous remercie pour ça. Et je voudrais poser la question suivante. Vous croyez que dans la période postcoloniale, il y a un rapport réciproque, un échange entre les pays ex-colonies et la France, c'est-à-dire que la francophonie a facilité, a provoqué une réinventation de la culture, vous me comprenez, de la culture française. Moi, je pense
à des hommes et à des femmes français très illuminés qui ont vécu aux confines et qui ont réinventé des choses grâce à cette expérience. Hein. Mais je ne sais pas, je voudrais votre avis. Merci. Bien, je donne la parole à madame et monsieur, vous dites ici. Je crois que... Oui, bonjour. Moi, je voudrais un peu compléter les propos du jeune Congolais à propos des femmes violées à l'est du Congo. Après le 14e sommet de la francophonie, il y a Madame Benguigui, ministre français de la francophonie. Elle a fait quand même un déplacement au Kivu. Ce qui fait que quand le président français était à Kinshasa, il avait demandé qu'on regroupe un peu les femmes de l'espace francophone. Donc, le 20 mars, on aura un sommet des femmes de l'espace francophone. Même si vous avez suivi à TV5, on a reçu, il y a Mme Benguigui qui est passée à la télé pour parler des femmes violées au Kivu, les femmes violées au Maroc. Donc, la francophonie est en train vraiment de travailler sur ce point-là. Donc, j'espère que notre ministre chargée de genre à Kinshasa sera en France pour le sommet de femmes de la francophonie pour poser ce problème des femmes violées au Congo et au Mali. Donc, moi, je voudrais que le professeur puisse un peu insister sur cela. Donc, c'était un peu pour compléter la réponse à votre question. Hein, la francophonie fait quand même quelque chose sur ces domaines-là. Donc, bientôt, on aura donc le forum des femmes francophones. On va vraiment travailler, poser ce problème-là. Comment faire pour que les hommes ne puissent pas violer des femmes, utiliser des femmes comme cibles dans les guerres en Afrique. Merci. Monsieur le professeur, je voudrais vous adresser peut-être une dernière question pour la conclusion de ce débat. Je regarde l'affiche avec l'invitation qu'on fasse la visite de la RDC. Je voudrais avoir une information officielle. Si quelqu'un, une personne, décide de faire un voyage individuel à Congo, est-ce qu'il y a des régions dangereuses? Il sera un voyage tranquille. Je voudrais avoir votre opinion sur l'hypothèse que quelqu'un, pas comme un membre d'un groupe, mais individu, qu'on décide de faire un voyage pendant l'été pour 2 ou 3 semaines à Congo. Merci bien. Il y a une question, une dernière question ici. La toute dernière. Merci, monsieur le professeur. Je vous rappelle que vous avez été mon professeur à l'université de Lubumbashi en sciences sociales. Et j'ai eu, au cours de ma formation, à vous apprécier en tant que tel. Bon, là, à travers ma lecture, je sais que la francophonie institutionnelle poursuit 4 missions. Il y a la promotion de la langue française, la promotion culturelle et linguistique, la promotion de la démocratie, de la paix et de la justice, et puis l'appui à l'éducation, à l'enseignement supérieur et à la recherche, et enfin le développement de la coopération au service du développement durable. Je voudrais savoir ce que la République démocratique du Congo tire
de ces derniers aspects, l'aspect de la coopération au service du développement durable. Je voudrais savoir ce que la République démocratique du Congo dit de cet aspect de la francophonie institutionnelle. J'ai dit et je vous remercie, monsieur le professeur. Merci. Merci en tout cas de votre intérêt pour tous pour la République démocratique du Congo. Alors rapidement, cher monsieur, vous avez dit que j'ai changé votre vision de la francophonie. C'est vrai, je voudrais insister là-dessus. Ce n'est pas par pure démagogie que je le dis, mais la réalité est celle-là. D'autant que lorsqu'on parle des pays du Nord dans la francophonie, il n'y a pas que la France. Il y a surtout le Canada. Le Canada, c'est un pays extrêmement actif dans la francophonie parce que le Canada participe à toutes nos activités avec 3 délégations. 3 délégations. Le Canada Ottawa, le Canada Québec et le Canada Nouveau-Brunswick. Tandis que la France, il n'y a qu'une délégation. Donc c'était important. Mais il y a aussi la Suisse, il y a la Belgique. Et la Belgique avec 2 délégations. Donc c'est faux de croire qu'il n'y a que la France et le reste. Et alors, il y a la plupart des pays d'Europe centrale et orientale. Maintenant, la Roumanie, l'Albanie, la Moldavie, etc., la Macédoine, ce sont des pays francophones. La francophonie institutionnelle. Les pays arabes, les pays du Maghreb, mais les pays aussi du Mashrek, le Liban, etc. Donc il y a quand même une grande diversité dans la francophonie si vous regardez la panoplie des États. C'est très intéressant d'ailleurs de voir que on vit vraiment dans le cœur de la francophonie institutionnelle, on vit cette convivialité, cette fraternité particulière d'être francophone et d'être de cultures si différentes. D'être de cultures très différentes et c'est un élément important. Je me rappelle par exemple d'un détail intéressant. Un jour, un collègue africain parlant de 2 autres collègues, il dit non, voilà, telle dame est sortie, donc il vient de sortir avec son compagnon. Bon, dans le français africain, son compagnon, ça veut dire simplement celui qui l'accompagne. Mais pour les autres, ils ont compris, non, c'est son compagnon, c'est-à-dire c'est la personne avec qui elle vit. Donc, vous voyez comment, rien qu'avec les mêmes mots, on peut arriver à des malentendus extraordinaires. Donc, c'est très, très intéressant. Alors, la France, j'en suis certaine, j'en suis certain, a évidemment gagné aussi énormément dans la francophonie. D'abord, la France elle-même est multiculturelle. Il y a quand même toute la France d'outre-mer qui n'est pas la France de la métropole. Et il y a énormément des Français d'origine maghrébine, d'origine de l'Europe de l'Est, etc. Donc, ça a conforté en fait cette multiculturalité qui me semble-t-il, est réelle. Je ne sais pas ce qu'en dirait l'ambassadeur. On nous dit par exemple à Paris que le premier plat français, c'est le couscous. Donc, vous voyez bien que nous vivons véritablement une réalité nouvelle. Et lorsqu'on arrive à ce mois, le mois de mars, vraiment, on vit ce genre d'exercice dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays. J'ai une fois été en Alberta, au fin fond
du Canada, parce que là-bas, c'était la journée de la francophonie, et il fallait leur parler de la francophonie en Afrique, etc. Donc, c'est chaque fois des occasions d'enrichissement mutuel. Naturellement, notre outil audiovisuel, le TV5, fait également du très bon boulot en la matière. Alors, c'est vrai, Marie, d'avoir rappelé, c'est juste qu'il y a toute l'implication de la ministre déléguée Ben Guigui, celle qu'on appelle au Congo Maman Ben Guigui. Bon, parce qu'au Congo, on appelle toute dame maman. Alors, comme elle s'est impliquée très fortement dans ce qui se passe au Congo et qu'elle-même est d'origine algérienne, ça a créé une proximité particulière. Et c'est vrai, le 20 mars, il y a le Forum mondial de la femme francophone qui va se tenir à Paris avec 400 femmes provenant des horizons divers. Ça sera une très bonne occasion. Alors, est-ce qu'on peut voyager au Congo? Mais bien sûr, pensez-y et donner l'information à des tours opérateurs grecs. Ils trouveront d'ailleurs d'autres Grecs sur place. Il n'y a absolument pas de problème. Les avions en direction de Kinshasa, un peu comme en direction d'Athènes, si j'ai bien vu, sont très remplis. Donc, nous avons un problème dans une de nos 11 régions. Une de nos 11 régions, vous pouvez vous promener dans le reste du pays sans problème. Absolument sans problème. Et venez visiter le Congo, il y a des réalités africaines particulières. Même d'autres Africains qui ne connaissaient que le Maghreb, qui connaissaient que l'Afrique de l'Ouest, ils arrivent au Congo et disent « Non, mais nous ne savions pas que dans notre continent, il y avait de telles choses. » Donc, c'est une région particulière, l'Afrique centrale. C'est une toute autre chose. Alors, qu'est-ce que la RDC peut tirer en fait de la francophonie en matière de coopération? Ben, écoutez, beaucoup de choses. D'abord, je vais parler au passé. Lorsque nous en étions à la conférence nationale souveraine vers les années 90, pratiquement toute la presse, disons, de plusieurs tendances qui sont nées aux années 90, après Mobutu, c'était la presse financée par la francophonie, que ça s'appelle le Potentiel, le Phare, etc. C'était des journaux portés à tour de bras par la francophonie pour faire de la formation et a donné même de l'argent en la matière. On a fait de la formation au niveau des tribunaux, des juges, etc. Dans les zones rurales, il y a un réseau de radios rurales, qui sont des radios qui sont là, parce que c'est le produit de la coopération francophone. Les CLAC, le terme n'est pas heureux, CLAC, Centre de lecture et d'animation culturelle, dans différentes zones rurales, sont des productions de la francophonie. Donc maintenant, nous avons également des actions qui vont être menées dans le secteur de la protection de l'environnement. Évidemment, ce sont peut-être des actions moins spectaculaires. Et la francophonie, c'est la coopération multilatérale et non bilatérale. Donc, il n'y a pas un pays qui en fait particulièrement la publicité, à moins que ce soit le pays, la RDC elle-même en fasse la publicité. Mais sinon, ce sont des actions multilatérales, parce qu'un fonctionnaire de la francophonie peut arriver, il est béninois, et quand on le voit, on dit mais c'est un Congolais, mais il n'a rien à voir avec le Congo, c'est un béninois qui vient porter l'action. Donc tous les fonctionnaires de la francophonie n'ont pas le visage pâle, d'autres sont comme moi, comme vous voyez.
Donc, moi-même, j'ai été dans plusieurs pays africains pour représenter la francophonie associée à cela. J'étais aussi au Maghreb. Donc, c'est une coopération multilatérale. Donc, il faut y croire. Ce n'est pas simplement des discours. Il y a des actions très concrètes, probablement des actions moins spectaculaires, mais qui sont des actions fondamentales. Spécialement, comme vous l'avez souligné, dans le secteur maintenant de l'éducation. Presque toutes les universités congolaises font partie de l'agence universitaire de la francophonie et sont soutenues dans ce cadre. Et nous avons un très bon ministre de l'enseignement primaire et secondaire qui travaille pleinement avec la francophonie pour ce qui est de l'enseignement élémentaire et de l'enseignement secondaire. J'aimerais d'ailleurs ajouter, pour le moment, la francophonie est probablement la seule organisation qui soutient la promotion des langues africaines. C'est la seule organisation. Donc, la francophonie soutient la promotion des langues africaines dans plusieurs domaines. Il existe même un prix de production dans les langues africaines qui porte d'ailleurs très curieusement le nom d'un Congolais, le prix Kadima, qui est décerné à des personnes qui arrivent à produire des choses en langue africaine. Il existe également un autre prix, le prix Ibn Khaldoun, qui est le prix de traduction des textes en langue arabe, des traductions de l'arabe au français ou du français en arabe. Les traductions qui sont les mieux faites peuvent recevoir un prix ou même une subvention particulière pour ça. Donc voilà ce que je peux vous dire à ce sujet pour vous rassurer. Bien. Merci, monsieur le professeur. Comme je l'avais dit à l'introduction, nous sommes très honorés de votre présence et je pense que je ne me suis pas trompé de vanter vos qualités intellectuelles. Et je crois aussi que l'assistance est satisfaite des réponses que le professeur avait données. S'il y a encore d'autres détails, vous pouvez peut-être le découvrir un peu plus tard. Mais avant que je ne convie les invités au cocktail, je voudrais demander au directeur de l'Institut français d'Athènes, s'il est ici, M. Descotes. Monsieur Descotes n'est pas là pour l'instant, je le regrette, Donc, mais je voulais bien que je le représente. Oui, vous pouvez le présenter. Vous prenez des mains du professeur Ison Dayouel ces dernières publications, ou certaines de ces publications, que vous allez mettre dans vos rayons ici, de sorte que les gens viennent lire et découvrir l'histoire du Congo. C'est une idée extrêmement touchante et très intéressante. Je vous remercie, monsieur le professeur. Je vous remercie d'y avoir pensé, parce que je pense que l'assistance pourra ainsi prolonger ce débat à travers vos écrits, ce qui sera certainement moins intéressant, mais ce sera au moins quelque chose de tangible qui restera dans la médiathèque de l'Institut. Je vous remercie infiniment. Je voudrais préciser que tout n'est pas de moi. Hein. Donc, le petit futé Kinshasa, c'est la collection Petit Futé, et la République démocratique du Congo, c'est lié aux éditions Jaguar. Ça n'a rien à voir. Voilà, nous avons ainsi terminé. Les invités peuvent passer, prendre un cocktail. Et nous devons ce plaisir à la République démocratique du Congo, à sa représentation à Athènes, dont monsieur le chargé d'affaires, monsieur Ntikala, est le représentant ici. Je remercie très sincèrement l'Institut français d'Athènes pour sa collaboration, avec une mention spéciale à Madame Odile Kobacho. Le chargé d'affaires a bien voulu rappeler que j'étais le commissaire général du 14e sommet de la francophonie. J'ai donc estimé que c'était un privilège, mais un privilège redoutable, il est vrai,
Pour nous, la diversité est quelque part une donnée du quotidien. Diversité d'abord sur le plan géographique. Le milieu du pays, c'est un pays essentiellement forestier. Moi j'ai mon Dragan. And I told them this. Come on, we're in the middle of this dialogue. Envoyé par des gens qui ont compris que nous sommes des droits de On doit poser des questions importantes de la société. Des questions importantes de la société. L'ambassade de la République démocratique du Congo à Athènes est très honorée de recevoir ce jour le professeur Isidore Dewel pour animer une conférence dans le cadre de nos fonctions de président du groupe des ambassadeurs francophones en Grèce. Le professeur Dewel, historien, est venu animer parce que c'est lui qui a organisé le 14e sommet de Kinshasa et c'est lui qui, à ce jour, maîtrise les arcanes de l'histoire de la République démocratique du Congo et surtout de l'OIF pour avoir œuvré pendant longtemps à Paris. C'est cet homme-là que nous avons invité pour animer cette conférence et qui nous a fait honneur d'être là. Monsieur le professeur, bienvenue à Athènes. Merci d'être là. Et si vous avez un petit mot à dire, vous pouvez le dire maintenant devant la presse. Je tiens à remercier le chargé d'affaires de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Grèce et l'Institut français d'avoir bien voulu m'associer à la célébration de la semaine de la francophonie à Athènes. Je voudrais à cette occasion
vous parler très brièvement de la République démocratique du Congo, de son histoire et de la place que ce pays occupe dans la francophonie, particulièrement au lendemain de l'organisation de ce grand sommet, le 14e sommet de la francophonie qui vient de se tenir dans sa capitale, Kinshasa. Je suis par ailleurs très heureux de pouvoir faire la découverte d'Athènes et de la Grèce. C'est vrai que nous sommes tous de culture gréco-latine, nous avons étudié pas mal de choses sur la Grèce et je suis très heureux de pouvoir voir en réalité ce qu'est aujourd'hui cette ville antique et qui, dans mon imaginaire, correspond à quelque chose de fabuleux. Je suis donc heureux d'être ici.